Maître Philippe Koskas, bonjour Bokertov. Bokerov. Alors, on a bien besoin ce matin de votre expertise pour essayer de nous éclairer sur ce qui se passe actuellement avec les derniers développements. La décision du conseiller juridique du gouvernement d'inculper ou d'entamer une procédure d'inculpation contre Binyamin Netanyahou dans les dossiers 1000, 2000 et 4000. Inculpation d'abus de confiance, de fraude et dans le cas du dossier 4000 également de corruption. La première question que je voudrais vous poser, parce que peut-être parfois il y a une sorte de malentendu concernant la démarche entreprise hier par Avichai Mandelblit. Est-ce que, à partir depuis hier, Binyamin Netanyahou est officiellement inculpé des chefs d'accusation? Il est officiellement inculpé, mais il bénéficie d'une procédure qu'on donne aux députés, aux ministres, qui est une procédure d'audition. C'est-à-dire qu'il peut y renoncer. Alors à ce moment-là, l'inculpation sera effective. Et s'il n'y renonce pas, ce qui a l'air d'être le cas, alors à ce moment-là, le conseiller juridique du gouvernement doit lui-même être de bonne foi, d'écouter en fait c'est une procédure, cette audition, c'est une procédure qui est faite, il n'entendra pas Binyamin Netanyahou, mais seulement ses avocats. Oui. Donc c'est une procédure que juridique. Et si il est convaincu par les bons dires des avocats de Binyamin Netanyahou, il peut retirer son inculpation. Mais officiellement, Binyamin Netanyahou est prévenu que le conseiller juridique du gouvernement veut déposer contre lui 3 actes d'inculpation. Est-ce que sur le plan juridique, ça change de dire il est en procédure d'inculpation ou une inculpation conditionnée par une audition? Est-ce que ça change quelque part? Est-ce que le statut de Binyamin Netanyahou aujourd'hui sera différent de celui de Binyamin Netanyahou au moment de l'audition ou après l'audition? Oui, bien sûr qu'il est différent. Parce que pour l'instant, l'inculpation n'est pas déposée auprès des tribunaux. Donc il a toujours la possibilité de dire, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs hier, je peux encore convaincre le conseiller juridique du gouvernement de ma bonne foi et du fait que tout ce qui a été fait est parfaitement légal. Donc, effectivement, il y a donc ce délai d'environ, qu'on estime autour d'un an, qui va de procédure donc d'inculpation de cette audition, et ce n'est qu'après que Avichai Mandelblit ira, on va dire techniquement et physiquement déposer l'acte d'accusation devant le tribunal, apparemment du tribunal de district de Jérusalem. Oui, absolument. On parle d'un an. Pourquoi on parle d'un an? C'est pas d'abord parce que la justice ne va jamais vite, mais on parle de 3 dossiers qui sont 3 dossiers énormes. En général, il est tradition de donner à peu près 3 mois aux avocats pour étudier le dossier. Là, apparemment, ils vont leur donner plus, puisque les dossiers sont substantiels. Suite à ça, évidemment, il y a la procédure d'audition, le fait que le conseil juridique du gouvernement lui-même doit lui-même décider s'il est convaincu ou non. Donc c'est ça, on parle en effet de décision fin 2019, début 2020. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire au moins une partie de cet acte d'accusation contre Binyamin Netanyahou qui est déjà diffusé sur les réseaux sociaux, que l'on peut retrouver assez facilement. On a d'un côté un Premier ministre qui hier soir très clairement affirme qu'il est victime d'une machination, d'un complot de la gauche israélienne, que le conseiller juridique du gouvernement a cédé aux pressions de la gauche et des médias pour l'inculper. Il accuse nommément le procureur de l'État, Shai Nitzan, la juriste économique Liad Ben-Ari. On a l'impression, donc, en écoutant Binyamin Netanyahou, d'une véritable conspiration. Le seul qui est épargné un petit peu, c'est Avichai Mandelblit, parce qu'il faut bien rappeler que c'est Netanyahou qui l'a nommé lui-même. Mais la question que je voudrais vous poser, en consultant l'acte d'accusation, est-ce que Binyamin Netanyahou déforme, on va dire, les accusations? Est-ce que ce qu'il porte, en tout cas les accusations qu'il porte contre la justice ou contre les représentants de la justice sont sérieuses? Écoutez, d'abord, premièrement, l'État d'Israël a l'habitude de
ces hommes politiques qui hurlent la conspiration. Ça avait été le cas, évidemment, d'un ancien président, qui est M. Katsas, ça avait été le cas d'Ehud Olmert, ça a été le cas de tous les ministres, et j'allais dire de tous les politiques à qui on donne une présence politique, une présence médiatique, et si vous voulez, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait juste. Le conseil juridique du gouvernement, les hauts fonctionnaires qui ont été cités, ne peuvent pas forcément même répondre à Benyamin Netanyahou. Donc lui, on a la possibilité d'avoir une présence médiatique qu'il utilise d'ailleurs. Oui. Donc le fait de dire conspiration, je suppose que de toute façon, c'est ça, il l'a dit. Il n'attaque pas Avichai Mandelblit, le conseil juridique du gouvernement. Je crois pas forcément parce que c'est lui qui l'a nommé, mais je crois surtout parce qu'il a besoin de lui, puisqu'il a encore, comme je l'ai dit avant, la procédure d'audition. Donc il serait à mal quand même d'attaquer la propre personne qui veut convaincre. Et je crois qu'il est absolument triste qui mettent en question des hauts fonctionnaires qui ne peuvent pas se répondre. Il ne faut pas oublier que Benyamin Netanyahou est Premier ministre. C'est donc lui qui est à la tête de tout le système administratif israélien, y compris ses propres employés. Et je crois que j'étais assez surpris, d'ailleurs, qu'il nomme des personnes qui sont connues, d'ailleurs, ceci dit, mais qui les accusent personnellement d'être influencés par la gauche, de rendre tout politique, etc., etc. Est-ce que c'est possible, parce que c'est aussi l'argumentaire de Benyamin Netanyahou d'affirmer que il est finalement, il y a dans les affaires, dans l'affaire par exemple dans laquelle il est accusé de corruption, dans l'affaire Bezek, voilà, tout a été légalisé. L'argumentaire de Benyamin Netanyahou, tout a été fait de manière la plus légale possible. Comment on peut à la fois, c'est-à-dire, c'est vrai que chaque accusé se défend, mais comment on peut, c'est-à-dire, est-ce que d'après l'acte d'accusation, eh bien, le conseiller juridique du gouvernement a véritablement des arguments solides en béton pour réfuter ce type d'argument de Netanyahou? Alors, je vais vous dire, j'ai pas lu les 57 pages d'éclaircissement de l'acte d'accusation, et par contre, j'ai mais l'état d'esprit qui règne dans cet acte d'accusation. J'ai lu ce qui est relatif à l'affaire 4000, et on peut dire que ça aussi, ça c'est une sorte pas tout le monde a accepté. Il faut voir que Benyamin Netanyahou n'était pas ministre de la communication, et que Alovitch, qui était donc le président de Bezek, c'était en fait le ministre Ardan, qui était aussi du Likoud d'ailleurs. Alovitch, le président de Bezek, n'arrivait pas apparemment à contourner Gilad Erdan et a demandé à Benyamin Netanyahou de le limoger, ce qui a été fait. Suite à ça, évidemment, c'est Benyamin Netanyahou qui est devenu ministre de la communication. Mais ça n'a pas suffi. Le directeur même Gilad Erdan dément. Hier soir, il a démenti. Oui, mais il est compliqué. C'est compliqué parce que c'est un homme politique qui soutient Benyamin Netanyahou. Mais ceci dit, ça a été, en tout cas apparemment, c'est ce qui est marqué dans l'acte d'accusation. Maintenant, tout ça, évidemment, ça pourrait être confirmé ou infirmé par les tribunaux dans le futur. Tout ça, c'est évidemment, ce n'est pas, c'est pas une vérité avec un tampon du tribunal. Donc, il a été au-delà de ça. En fait, vous êtes persuadé, vous en tant que juriste, que le conseiller juridique du gouvernement, qui est considéré comme un homme de droit et intègre, n'aurait pas pu accuser Benyamin Netanyahou de corruption s'il n'y avait pas un tashtit, une plateforme solide de preuves pour qui est l'incriminant. Absolument, pour une personne qui connaît quand même un petit peu, puisque ça fait 35 ans que j'allais dire, je vis dans ce système judiciaire. Ça ne me paraît complètement. Alors c'est possible, pour répondre à votre question, est-ce qu'il pourrait avoir un complot? Alors évidemment, il peut avoir toujours un complot, mais ça me paraît absolument théorique. Je ne crois pas à cette théorie. Ça me paraît complètement impossible. C'est-à-dire, il pourrait avoir un complot à la limite que tous les journalistes lui décident de le critiquer. Mais quand on en arrive à un système où les journalistes, la police,
le procureur, tout ça, on parle de centaines, voire de milliers de personnes qui sont imbriquées dans ça. Ça ne me paraît, à moi, personnellement, impossible. Alors. D'autant plus, comme vous l'avez dit, le conseiller juridique du gouvernement était une personne qui est à la tête de la pyramide juridique. De la pyramide, a été une personne qui était lui-même proche de Benyamin Netanyahou, nommé par Benyamin Netanyahou, enfin pas que par Benyamin Netanyahou, mais enfin il était lui-même directeur il était secrétaire général du gouvernement. Une personne qui vient pas de la gauche, vu que qui vient traditionnellement, apparemment son père était de droite. D'ailleurs la politique n'est pas très importante, mais ça me paraît complètement. Ok. Alors ça c'est un point important. Il y a une autre accusation que Benyamin Netanyahou tente de réfuter, c'est cette accusation de relation entre les patrons de la presse et le Premier ministre. Et il affirme, Netanyahou hier dans sa réponse, que uniquement dans le cas de Benyamin Netanyahou, une couverture positive est considérée comme de la corruption. Et puis il y a derrière cela, il y a eu des déclarations intéressantes, comme par exemple celle d'un juriste de renommée mondiale comme Harlan Dershowitz aux États-Unis, qui affirme que il y a un risque à inculper un Premier ministre de fraude et d'abus de fonds de confiance dans des relations avec les patrons de la presse, parce que ça ouvre une boîte de Pandore qui sera difficile de refermer. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Est-ce que là-dessus il a un case, Benyamin Netanyahou? Regardez, je ne suis pas rentré vraiment dans les... Évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas dans ce dossier, puisqu'on a dit que même les avocats de Benyamin Netanyahou ne connaissaient pas le dossier. Ça, oui, bien sûr. Il allait être dévoilé dans les prochains jours. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est quelque chose de plus sensible. D'ailleurs, la preuve de ça, c'est que le conseil juridique du gouvernement n'a pas suivi sur l'affaire 2000 les recommandations de la police, de l'inculpé, et même du parquet. Et du parquet aussi, de l'inculper de corruption, et a décidé de l'inculper que d'abus de confiance. Mais je vais vous dire, le problème, il est toujours le même partout, c'est-à-dire il est Premier ministre. À partir du moment, c'est quoi un abus de confiance ou une corruption? C'est je te promets quelque chose contre quelque chose que tu vas me donner. Et le problème, c'est qu'évidemment, lorsqu'il il attaque d'autres députés, mais un député par exemple comme Eitan Kabel, qui s'était assis avec Noni Moses, donc le directeur de Yediot Ahronoth, il ne pouvait donner que sa voix. Benyamin Netanyahou donne la majorité, puisqu'il est Premier ministre. Donc c'est pas la même chose. Un Premier ministre peut promettre effectivement qu'une loi passe ou ne passe pas. Donc la possibilité de corruption d'un Premier ministre est bien plus grande, mais bien plus grande que la possibilité de corruption de quelqu'un qui est dans l'opposition. C'est un point important, mais peut-être un bémol, mais c'est un bémol qui vient de quelqu'un qui n'est pas juriste. Mais est-ce que, par exemple, le fait que ça ne se soit pas concrétisé, qu'il y ait eu simplement des discussions qui n'ont pas abouti, puisque le Yediot Ahronoth n'a pas modifié son approche envers Benyamin Netanyahou, est-ce que finalement ça peut rentrer malgré tout dans le cadre d'une relation corruptive Oui, alors là-dessus, il y a beaucoup de jurisprudence. Il a voulu vendre je parle d'un autre cas, il a voulu vendre de la drogue. La vente ne s'est pas effectuée réellement. Donc je vous parle d'une autre infraction qui est pas du tout je vous parle d'une autre. Est-ce que l'intention qui a commencé à être réalisée d'une infraction peut être considérée comme une infraction? La jurisprudence répond oui. Alors il est clair que le tribunal va en prendre, il le fait à ce moment-là, lorsqu'il vient donner sa sanction, il va le prendre en compte, le fait, si vous voulez, ultime n'a pas été fait, n'a pas été concrétisé, mais une intention qui n'est pas restée que sur au niveau de l'intention. Mais il y avait déjà des réalisations. Apparemment, il s'est assis 7 ou 8 fois avec Noni Moses. Donc on peut voir qu'il y avait quelque chose ici qui commençait à se réaliser. Ça c'est la difficulté du parquet. Il va devoir le prouver, bien entendu. Donc si vous voulez, là-dessus, c'est déjà considéré comme une infraction au niveau du droit pénal. Alors, une question concernant toujours la corruption. Est-ce qu'il y a différentes formes dans la loi israélienne, dans le droit? Est-ce qu'il y a différentes formes de corruption? Est-ce que, par exemple,
exemple, dans la corruption, on va dire, à l'état pur, celle qui apparaît de la part de, on va dire, de l'opinion publique, de l'opinion populaire, comme véritablement de la corruption. C'est-à-dire, un homme reçoit des enveloppes de billets de banque, de billets en cash dans la poche, en échange de services qu'il rend. Est différente, du point de vue du droit, de cette forme de corruption dont on parle dans le cas de Binyamin Netanyahou, et dans lequel Binyamin Netanyahou affirme « Je n'ai rien pris pour moi, je n'ai que voulu modifier la relation de la presse à mon égard ». Il faut voir que le droit, l'article de droit pénal qui parle de corruption ne parle pas d'argent. C'est-à-dire que, par exemple, il y a pas le terme argent n'est pas mentionné. C'est-à-dire toute personne qui donne une chose, d'ailleurs c'est comme ça que c'est défini, pour en avoir quelque chose en retour, donc on parle bien d'une définition théorique, à ce moment-là peut être inculpé ou accusé de corruption. Donc si vous voulez, le problème c'est que quand c'est très facile de prouver ça avec de l'argent. C'est clair, c'est clair face à tout le monde. On l'a bien vu pour Ehud Olmert, pour les 60 000 shekels. Ouais. Il y a eu des enveloppes d'argent une enveloppe d'argent qui a été, ou des enveloppes d'argent qui ont été échangées. C'est très facile, c'est très matériel. Mais on peut tout à fait comprendre que, ceci dit, la conséquence de l'affaire 4000 a coûté quand même, c'est d'après les études, moi je suis pas économiste, mais a coûté quand même aux contribuables israéliens près d'1 milliard de shekels. Donc on peut pas dire qu'il n'y a pas eu des conséquences, en tout cas qui sont rentrées dans la poche d'Alovitch. Et ça là-dessus, de toute façon, Alovitch... Non, dans la poche d'Alovitch, non, mais dans la poche de Netanyahou, c'est-à-dire Binyamin Netanyahou. Non, pas dans la poche de Netanyahou. C'est-à-dire que ça a été dans la poche d'Alovitch, dans le sens où il a pu compenser en rachetant Yes, il a pu éviter de payer des impôts à un montant d'1 milliard de shekels. Donc si vous voulez, Alovitch, lui, il a reçu de l'argent. Non pas de Binyamin Netanyahou, mais de quelque chose qui est consécutif. Mais Netanyahou lui-même n'a rien reçu en contrepartie. Il n'a reçu que, apparemment, peut-être dans le meilleur des cas, une couverture positive, on va dire. Exactement, c'est ce qui est reproché évidemment à Binyamin Netanyahou d'après l'acte d'accusation, c'est qu'il aurait reçu pendant plusieurs années une couverture médiatique. Et apparemment, c'est ça, je l'ai lu, je suppose que tous les personnes qui ont lu l'affaire 4000 hier dans l'acte d'accusation, dans les justifications de l'accusation, on voyait à quelle résolution Binyamin Netanyahou intervenait. Il demandait au directeur de Voilà de changer une photo, où il était mieux placé, de changer par exemple lors de l'enterrement de Ariel Sharon. Il a demandé, et ça a été fait, il a demandé de changer la photo où on voyait le fils de Sharon en train de donner ses dernières les derniers mots à son père, ou contre une photo où il était assis avec sa femme. Donc, si vous voulez, ça rentre dans des résolutions extrêmement précises. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile à comprendre pour l'auditeur, mais on parle de faits qui ont été, ou d'une couverture médiatique qui a été faite pendant plusieurs années à son profit. Ok, alors une dernière question, Philippe, c'est passionnant de dialoguer avec vous parce qu'on comprend beaucoup mieux les choses. Une dernière question, on parle d'une possibilité d'iskat tiyum, c'est-à-dire d'une sorte de compromis qui éviterait à Binyamin Netanyahou d'arriver devant les tribunaux israéliens. Est-ce que ça vous semble réaliste dans un cas précis? Est-ce que par exemple, si Binyamin Netanyahou perd les élections et qu'il se retire ou qu'il n'est plus Premier ministre, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable aujourd'hui face aux accusations qui sont portées contre lui? Alors attendez, vous avez les élections et gagner les élections. Moi, je pense que l'agenda judiciaire est différent de l'agenda politique. Alors c'est vrai que je peux comprendre comment. On a une minute, hein. Oui, alors je vais vous le dire. La réponse est oui. Pourquoi la réponse est oui, et ça a été fait, il existe, il faut juste rappeler à vos auditeurs, parce que ça n'existe pas en droit français, qu'il y a toujours une possibilité entre le procureur et l'accusé d'arriver à une sorte de compromis. Et ça a été fait dans le passé. Ça a été fait avec Yitzhak Rabin dans le passé, ça n'a pas été fait avec Ehud Olmert, mais il y a une possibilité d'arriver, en effet, que le procureur dise le fait que tu ne te présente pas, que tu démissionnes. Pour moi, c'est suffisant, c'est une sanction suffisante. Donc, je ne te poursuis pas. Donc, il y a une possibilité qui existe, en effet.
Eh bien, Maître Philippe Cosca, c'était tout à fait intéressant de discuter avec vous ce matin. Vous nous avez bien éclairé sur ces sujets qui sont complexes et que qu'on n'arrive pas obligatoirement à bien comprendre en se suffisant, on va dire, des déclarations de l'un et de l'autre, de l'une et l'autre des parties. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et à bientôt. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom et bonne journée. Merci.